D'abord, on va peut-être présenter Je te nos laisse faire. intervenants. Ouais. Donc, Donia Swad Amamra, qui est la cofondatrice de Meet My Mama, qui nous expliquera tout à l'heure ce qu'est Meet My S'il vous Mama. plaît. Blandine Muliez, qui est la présidente de la fondation Entreprendre. Et c'est bien parce que vous êtes mis exactement dans l'ordre de mon papier. Eric Fourel, qui est à la fois le country manager de EY en France et le président de la fondation EY. Et puis Eric Delannoy, qui est fondateur du cabinet Tenzing et qui a manifestement un groupe de supporters très, très important dans la salle, mais je pense que tous nos intervenants méritent d'être supportés dans tous les sens du terme. Et donc moi je suis Antoine Cyr et je suis directeur de l'engagement d'entreprise de BNP Paribas. Alors peut-être un mot pour expliquer notre réunion de cet après-midi. Je pense qu'on est en train de vivre une vraie transformation dans la manière dont l'entreprise est perçue et dont elle travaille son rapport à la société. En fait, personnellement, je crois énormément au mouvement de balancier, c'est-à-dire qu'en général, la société part dans une direction et à un moment, elle s'aperçoit qu'elle est partie trop loin dans cette direction et elle revient dans une autre. Et pour l'entreprise, c'est exactement ce qui s'est passé. Revenons en 1997, il y a donc plus de 20 ans. Vous avez à l'époque un économiste qui s'appelle Milton Friedman, qui domine la pensée économique mondiale et qui pense en gros que pour que le monde fonctionne bien, il faut que les entreprises rémunèrent leurs actionnaires et que si elles rémunèrent leurs actionnaires, tout ira bien. Voilà, en gros, c'est sa pensée. Et c'est tellement sa pensée qu'il réussit à la faire adopter comme une espèce de code par une organisation qui s'appelle la Business Roundtable et qui est en fait l'organisation qui réunit les 200 principales entreprises aux États-Unis. Alors, en soi, c'est tout à fait intéressant de reconnaître le rôle de l'actionnaire, mais évidemment, à partir du moment où on adopte un texte aussi radical, ce qui va se passer, c'est que certaines personnes vont en faire un usage intelligent et d'autres vont l'utiliser avec une sorte de zèle du néo-converti qui va finir par faire que s'occuper des impacts sociétaux pour une entreprise va devenir quelque chose de moins en moins à la mode et de moins en moins compris, notamment dans les grandes entreprises. Moi, je travaille dans une grande entreprise et il est clair que les gens ont une façon de travailler qui est assez systématique. Aujourd'hui, on est en train de revenir dans une direction qui est une direction différente. La Business Roundtable elle-même a changé son texte. Cet été, elle a adopté un texte différent dans lequel elle dit écoutez, non, une entreprise, elle n'a pas à s'occuper que de ses actionnaires, elle doit bien entendu être gérée correctement, elle doit bien entendu rémunérer les actionnaires qui ont mis leur argent à sa disposition, mais elle doit aussi avoir une vision de long terme, avoir une vision dans laquelle elle s'occupe des impacts environnementaux, des impacts sociaux, et on a une transformation de la pensée sur ce que doit faire l'entreprise. C'est exactement ce que dit en France la loi Pacte, qui, elle aussi, dit que l'entreprise, qui est bien entendu là pour faire son métier et qui doit rémunérer ses actionnaires, doit aussi prendre en compte ses impacts sociaux et environnementaux. Je pense qu'au fond, il y a aussi une notion qui est qu'on vit une époque de transition. Alors, il y a eu beaucoup de transitions dans les 200 dernières années. La révolution industrielle a été une transition, la société de consommation a été une transition, la mondialisation a été une transition, et à chaque fois, les entreprises ont joué un rôle dans ces transitions, y compris sur le plan sociétal. Simplement, aujourd'hui, on est en train de vivre des transitions qui sont des transitions vécues sous l'urgence. Comme disait un illustre président de la République, la maison brûle. Donc aujourd'hui, les inquiétudes que les gens ont pour le climat, pour les fractures territoriales et pour les fractures sociales sont des inquiétudes qui ne sont plus des sujets d'activistes, qui sont des sujets qui concernent tout le monde. Et à partir du moment où elles concernent tout le monde, les entreprises doivent s'en occuper.
C'est un peu de ça qu'on va débattre tout de suite, avec 3 thèmes. Le premier thème, c'est entreprendre en conscience. Donc justement, comment passe-t-on d'une entreprise réputée ne favoriser que ses actionnaires à une entreprise qui prend en compte ses externalités positives? Transformer en conscience, c'est-à-dire quels sont les défis qu'on doit relever, et puis dialoguer en conscience, parce que on fait tout ça en ayant un rôle un peu différent, un peu renforcé dans la société, à un moment où tout le monde se rend compte qu'il y a des problèmes. Au fond, tout le monde se tourne vers l'entreprise, mais je dirais que tout le monde se tourne vers tout le monde. Si vous prenez l'exemple du réchauffement climatique, il est dû au fait qu'on vit dans un monde carboné. Ce monde carboné, il a été encouragé par les États, il a été fabriqué par les entreprises, il a été financé par les banques et il a été acheté par les consommateurs. Et donc aujourd'hui, on voit bien que le fait de passer tous ensemble à un modèle différent, ça nous demande tous ensemble de recaler notre logiciel et donc d'avoir une capacité de dialogue. Alors, au fond, le EY me paraît particulièrement adapté pour être le récipiendaire de la première question. Et Éric Fourel, vous, quand on vous dit de passer d'une entreprise qui est là pour rémunérer ses actionnaires à une entreprise qui, tout en continuant à le faire, va faire beaucoup d'autres choses dans la société et va jouer un rôle dans la transformation de la société, qu'est-ce que ça vous dit et comment on passe d'un modèle à l'autre ? Vaste question, Antoine, et je crois que vous avez très bien posé les termes du débat, puisqu'on assiste à cette accélération assez soudaine et formidable du changement du paradigme de l'entreprise. Alors, on pourrait peut-être revenir sur un instant sur qu'est-ce qui explique, au fond, voilà, ce changement soudain. Je crois que vous aviez tout à fait raison de souligner que même les anglo-saxons qui ont engendré l'école de Chicago, Milton Friedman, le Business Roundtable a adopté effectivement cet été ce plaidoyer pour un inclusive capitalism, un capitalisme inclusif. Donc on voit qu'en fait tout le monde est concerné par cette question du changement de l'optique, des objectifs de l'entreprise. Alors, EY, de ce point de vue-là, est dans une situation très particulière parce que c'est une entreprise qui, dans ses gènes, a au fond eu pour vocation d'aborder sa contribution au monde économique avec un regard différent, parce que nous sommes là pour servir les autres entreprises, à travers justement un éclairage de ce vers quoi le monde économique va. Et donc nous sommes évidemment à l'avant-pointe des questions qui se posent à l'instant, mais aussi en fait dans la manière dont se construit EY. C'est une entreprise qui est fondée sur la méritocratie. Il n'y a pas chez EY au fond d'actionnaires, dans le sens où il n'y a pas de propriétaire de l'entreprise. Les associés chez EY, le modèle est très particulier, démarrent leur carrière en tant que juniors, débutants, ils gravissent les échelons les uns après les autres. Pour ceux qui sont les plus persévérants et les plus performants, effectivement, ils atteignent le niveau de l'association, et en tant qu'associés, ils sont titulaires des actions que représente l'entreprise, mais ils n'en sont qu'usufruitiers. Et en particulier, ils n'ont aucune plus-value sur les titres de l'entreprise. Ils doivent entrer en payant le montant nominal du capital, donc c'est assez symbolique, parce que c'est quand même une somme d'argent à mettre en risque pour assurer la pérennité de l'entreprise. Mais ensuite, à la sortie, on vous rétrocède cette même somme d'argent. Et votre obligation en tant qu'associé chez EY, c'est justement de transmettre aux générations futures un cabinet qui soit dans un meilleur état que celui que vous avez pu trouver en devenant associé. Donc notre modèle est très particulier et il nous invite finalement très naturellement à effectivement se soucier des parties prenantes
voilà, des parties prenantes et en particulier des générations nouvelles qui nous rejoignent, parce que nous sommes là pour les faire grandir et nous sommes là pour les amener jusqu'au niveau de l'association. Voilà. Donc ça, c'est comment est-ce qu'EY peut opérer cette transformation. Maintenant, on va au-delà parce que, effectivement, vous l'avez dit aussi, ce qu'est le changement de paradigme actuel, c'est qu'on doit s'intéresser aux communautés extérieures à l'entreprise, et en particulier les clients, les fournisseurs, bien sûr, les régulateurs, mais aussi voilà, l'environnement, l'urgence climatique, qui sont autant de problématiques qui se posent à l'entreprise aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle se positionne par rapport à l'ensemble de ces changements? On va peut-être y revenir. Je ne vais peut-être pas monopoliser la parole, mais peut-être pour simplement planter le décor, et puis ensuite j'aurai peut-être l'opportunité de rebondir sur ce que diront mes co-participants. Au fond, ce qui matérialise le changement actuel, c'est que les entreprises cherchent et positionnent et explicitent une raison d'être. Et donc une raison d'être qui va au-delà de la quête immédiate du profit et qui essaye justement de projeter de manière plus large et plus prégnante sa contribution à la société, sa contribution au monde économique. Donc tout se cristallise autour de la définition de cette raison d'être. Et on va voir probablement dans le débat qu'il peut y avoir évidemment des difficultés, ou en tout cas des sujets qu'il faut résoudre étape par étape, parce que le risque, évidemment, en brandissant la raison d'être à qui mieux mieux, c'est d'en faire au fond un slogan. Or, ça ne doit pas être un slogan, ça doit correspondre, pour que ce soit pérenne et que ça puisse effectivement répondre à cet objectif, quelque chose qui soit vécu de l'intérieur de l'entreprise. Donc la raison d'être, ça se définit, me semble-t-il, et la transformation, elle s'opère d'abord en partant des forces vives même qui sont à l'intérieur de l'entreprise et du grand débat qui doit avoir lieu au sein de l'entreprise sur cette quête de la raison d'être. Mais... Alors on parlait justement on parlait des forces vives, mais alors les forces vives, c'est les entrepreneurs. Donc il y a aujourd'hui énormément d'entrepreneurs qui sont en train de transformer le monde. Il y a les entrepreneurs à impact, les entrepreneurs sociaux, et puis des entrepreneurs qui tout simplement, en ayant des projets d'entreprise qui peuvent être les mêmes que ceux d'il y a quelques années, ont une vision différente de l'impact qu'ils peuvent avoir. Alors vous, Blandine, vous dirigez la Fondation Entreprendre, vous accompagnez des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous faites exactement? Et comment voyez-vous ces transformations? Oui, la Fondation Entreprendre est une fondation reconnue d'utilité publique et on accompagne des associations d'intérêt général. Donc, je rectifie un tout petit peu, on n'accompagne pas des entrepreneurs, on accompagne des associations qui elles-mêmes accompagnent des entrepreneurs. Et c'est toute la force, c'est que ce qu'on a entendu à la table précédente, c'est qu'il ne faut pas rester tout seul dans son coin parce qu'on n'avance pas. Si tu sors, tu t'en sors. C'est une phrase même je l'utilise pour moi-même. Si tu sors, tu t'en sors. Tu sors, tu rencontres une association et l'association adapté à ton besoin du jour, va t'accompagner sur ton projet. Et donc nous, pour répondre à la question, on a 4 programmes pour planter un peu le décor de ce que l'on fait. La Fondation Entreprendre, depuis 10 ans, développe 4 programmes. Le premier, c'est les jeunes dans les écoles, collèges, lycées, universités, pour développer leur posture entrepreneuriale, leur connaissance de l'entreprise. Ça, c'était hier. Maintenant, l'entreprise, on commence à bien la connaître. La posture entrepreneuriale, et notamment, on accompagne Citizen ou 100 000 entrepreneurs qui nous accueillent ici aujourd'hui. Entreprendre pour apprendre, dont on parlait tout à l'heure, petite dizaine d'associations sur la jeunesse dans les écoles. On accompagne un deuxième programme qui est l'entrepreneuriat, création, reprise, croissance, rebond, c'est-à-dire des réseaux d'accompagnement dans ces thèmes-là. Donc je vous invite, vous, à aller non seulement voir des incubateurs dont on parlait, mais aussi, ou des tiers-lieux, mais aussi des réseaux d'accompagnement qui vous ressemblent en fonction du projet que vous voulez porter. Et ça, c'est très important. Quelle que soit la taille de l'entreprise que vous voulez faire. Le troisième programme, ce sont les personnes à la marge, c'est cœur d'entrepreneurs. Ça va être les migrants, les décrocheurs scolaires, le handicap. Et le quatrième programme, on va peut-être le développer aussi, c'est les femmes. Et on a un programme qui s'appelle Des ailes, E2LES, pour entreprendre, pour que toutes les femmes en France puissent entreprendre. Et je fais un petit focus là-dessus parce que c'est une manière, pour répondre à votre question, comment on fait, nous, à notre niveau, parce que chacun à son niveau, on doit agir, chacun à son niveau avec ses moyens. Il n'y a pas de plus grand ou plus petit.
on est tous tombés à un endroit particulier dans la vie et on se doit de faire quelque chose là où on est. Et nous, sur ce projet des femmes, par exemple, on a fait une étude, c'est quoi le problème des femmes? On a entendu sur la table précédente. Et puis on a fait un MOOC pour apprendre aux femmes à lever des fonds, pour qu'elles prennent une posture d'entrepreneur, qu'elles osent, qu'elles y aillent, qu'elles regardent le banquier droit dans les yeux et pas comme ça, le patron, l'assureur, etc. Enfin, qu'il n'y ait pas de sujet, quoi. Et aujourd'hui, on a lancé Femmes des Territoires. Femmes des Territoires, c'est pour que toutes les femmes qui ont un petit projet, ça commence par le petit projet, aient envie de réseauter avec leurs copines, femmes, c'est un réseau de femmes, qui a démarré en Bretagne. Il y a déjà 9000 femmes en Bretagne qui réseautent entre elles pour créer leur business. Et on est en train de lancer ça. On a lancé ça la semaine dernière sur toute la France. Pour qu'il n'y ait plus de sujet. Parce que le sujet, c'est pas les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Non, le sujet, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de sujet, comme Donia va nous le présenter tout à l'heure. Voilà, donc, pour répondre un peu à la question comment nous, à notre niveau, on peut accompagner le changement du monde par l'entreprise, on est adhérent à l'association des entreprises à mission. À mon avis, EY tout à l'heure en parlera, Eric ou peut-être l'autre Eric en parlera, dans l'association des entreprises à mission. Mais c'est vraiment, on accompagne Entreprendre pour apprendre, qui accompagne des mini-entreprises dans les écoles, et beaucoup de mini-entreprises sont sur le développement durable. On accompagne Enactus, qui beaucoup ont des projets sur le développement durable, l'insertion, l'inclusion, le social, sociétal, environnemental. En fait, nous, on accompagne des associations, et on dit aux assos, qu'est-ce que vous faites en fait pour social, sociétal et environnemental? Et nous, on a les moyens, on a une super chance en tant que fondation d'accompagner des assos qui vont pousser ces projets que vous appelez vous, parce que c'est vous qui les demandez en fait. C'est vous qui faites la France de demain et qui faites l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors donc on sort d'une époque où l'entreprise... Il y avait un certain nombre de personnes qui militaient pour que l'entreprise ne s'occupe que de ses actionnaires. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une transformation qui est en cours. Et aujourd'hui, il y en a qui vont plus loin, qui vont jusqu'à l'entreprise à mission, qui va en fait construire sa mission autour du rôle sociétal de l'entreprise. Alors, Eric, en tant que patron de Tenzing, qui est elle-même une entreprise à mission, hein, ton cabinet de conseil est une entreprise à mission, comment tu expliques ça et quels conseils aussi tu donnerais aux entreprises par rapport à ce rôle d'entreprise à mission? Alors effectivement, c'est un sujet qui est difficile parce que moi j'ai fait quelque chose de très facile. J'ai construit mon entreprise sur le pourquoi. Le pourquoi qui est effectivement la raison d'être, qui consiste à ne pas travailler sur je vais faire du conseil, mais je vais me donner une finalité sociale, hein, donner sa chance à tous les talents. Et finalement, par le biais du métier de conseil, qui est un métier aujourd'hui assez élitiste, faire en sorte de pouvoir sélectionner des jeunes qui n'auraient pas été aujourd'hui pris dans des cabinets de conseil classiques. Donc travailler sur le pourquoi, ça permet de structurer toute l'entreprise autour de sa raison d'être et en prenant des objectifs et des engagements qui sont cohérents avec la raison d'être. Du coup, moi, je suis dans une position qui est finalement assez facile parce que j'ai choisi la radicalité de l'action. La radicalité de l'action, c'est pour moi le vecteur de sincérité qui essaie de faire la démonstration que dans tous les secteurs, même ceux qui sont a priori pas préparés à devenir une entreprise à mission, on peut mettre en place une entreprise à mission. Entreprise à mission, c'est quoi? C'est une entreprise qui va mettre au cœur de son business model l'engagement sociétal, l'engagement social. Alors il y a la loi Pacte qui essaie de mettre ça dans la loi, de manière à justement protéger l'entreprise, j'ai presque envie de dire, de ses actionnaires. Parce qu'au final, on se rend compte que dans les entreprises traditionnelles, il y a plein d'injonctions contradictoires. Les injonctions contradictoires, elles sont extrêmement simples. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'une entreprise, finalement, elle a de fait, un impact social par les personnes qu'elle embauche, par l'impact qu'elle a sur la société. De fait, un impact environnemental par rapport à ses modes de production. En revanche, l'entreprise à mission va faire en sorte de conscientiser cet impact-là pour essayer de lui donner une tournure positive et éventuellement changer son modèle industriel pour pouvoir faire en sorte d'avoir un impact positif. Et c'est ça qui est compliqué, parce que le changement a un coût, le changement a une durée, et potentiellement vis-à-vis des engagements qui sont pris vis-à-vis des actionnaires, ça crée des injonctions contradictoires où on veut y aller, mais y aller fait prendre un risque quelque part. Donc on évoquait la raison d'être tout à l'heure. Moi je pense qu'aller sur la raison d'être seule,
Ce n'est pas suffisant dans le mode de radicalité de l'action que je préconise. Pourquoi ? Parce que Monsanto a une raison d'être, parce que Google a une raison d'être, toutes les entreprises ont une raison d'être, et effectivement, Eric le rappelait, malheureusement, il y a la possibilité que cette raison d'être devienne un slogan ou devienne un positionnement. La raison d'être, pour être dans la sincérité de l'action, doit être suivie d'engagements qui vont matérialiser de manière opérationnelle cette raison d'être dans la manière de faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à partir du moment où je mets en place une raison d'être qui donne un engagement, qui matérialise un engagement sociétal ou environnemental, on va mettre en place des objectifs opérationnels qui vont le matérialiser et qui vont permettre de traduire la réalité de cette raison d'être. Quand Monsanto dit « ma raison d'être, c'est de pouvoir nourrir le plus grand nombre de personnes au moindre coût », super. Quand les engagements qui sont pris pour pouvoir servir cette raison d'être, c'est, et là je vais caricaturer un peu, gaver tout le monde de glyphosate, ça devient compliqué. Donc derrière ça, sans qu'il y ait nécessairement l'envie de diaboliser les entreprises qui n'iraient pas au bout de cet engagement sociétal, il est néanmoins nécessaire de montrer que dans tous les secteurs aujourd'hui, en repensant son modèle opérationnel, en repensant sa distribution, sa répartition de la valeur, on peut aller vers une entreprise à mission. Finalement, il y a des questions très simples à évoquer. Première question, c'est quoi une rentabilité socialement acceptable ? Alors c'est simple à formuler, c'est très compliqué à y répondre. Deuxième question, comment je peux mettre mon entreprise au service d'un intérêt ? Et qui ne soit pas seulement l'intérêt de l'actionnaire, mais factuellement au service d'un intérêt général. On verra que ça a des impacts énormes en matière de dialogue avec les pouvoirs publics, par exemple. Et la loi Pacte en est un très très bon exemple. Les autres dimensions de cette entreprise à mission, c'est comment je vais faire en sorte de pouvoir mettre en cohérence la gestion de mon entreprise avec l'impact que je veux avoir. Ça aussi, c'est un domaine qui est très compliqué à mettre en place, dans la mesure où la rentabilité, c'est la recherche de la productivité. L'entreprise à mission va essayer de ne pas confondre productivité et productivisme. Et enfin, dernière question qui, elle, potentiellement est la question la plus difficile dans l'entreprendre en conscience, c'est comment on définit un impact positif. Finalement, l'impact positif pour les autres peut être un impact négatif pour les uns. Et ça, c'est très compliqué à mettre en place, ce qui nécessite justement de pouvoir travailler avec l'ensemble des parties prenantes et faire en sorte qu'il y ait un partage autour des objectifs de l'entreprise pour pouvoir mettre en place ce type d'entreprise à mission. Alors, Donia, avec Meet My Mama, vous faites une espèce de miracle, en fait, parce que d'un côté, vous avez des femmes qui sont réfugiées, qui sont immigrées, expatriées, qui n'ont pratiquement accès à aucun réseau, mais qui ont un talent pour faire la cuisine. Et puis, grâce à vous, elles se retrouvent à travailler pour des sociétés du CAC 40, à travailler pour des univers qui sont des univers qui normalement sont complètement en dehors de leur réseau. Alors, pour arriver à faire ça, il faut quoi ? Il faut de la tech, il faut être une entreprise à mission. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce que vous changez dans le logiciel de l'entreprise pour arriver à faire ça ? Comme vous l'avez bien dit, Meet My Mama, c'est d'abord une entreprise à mission et à impact. Donc, à la base, Meet My Mama, c'est l'histoire de 3 personnes qui font partie d'un problème, puisqu'on part toujours d'un problème et on essaie de trouver des solutions pour le résoudre. Et le nôtre, c'était que le gâchis de talent de ces femmes qui avaient un vrai talent pour la cuisine, mais qui n'avaient pas forcément tous les outils pour en vivre. Donc, comme vous le disiez, certaines n'ont pas le réseau, certaines ne parlent pas le français, certaines n'ont pas la confiance en soi, le fait d'être une femme aussi. Comme dans plein de secteurs, les femmes sont minoritaires, mais dans la restauration, c'est encore plus important puisque 90% des chefs sont des hommes, alors qu'en général, quand on parle de la cuisine, on parle souvent de la femme qui cuisine à la maison, mais quand on parle de gastronomie, c'est souvent et malheureusement les hommes qu'on met en avant. Donc les grands chefs, que ce soit dans les restaurants, dans les médias, etc. Donc nous, on s'est demandé, mais pourquoi on ne voyait pas ces mamas, ces femmes qu'on appelle nos mamas, puisqu'au final, c'est elles qui ont les meilleurs plats, les meilleures recettes. Donc on a essayé de se demander où est-ce que ces mamas pourraient avoir un nouveau lieu d'expression et pourraient se faire entendre et faire entendre surtout leur voix, puisqu'aujourd'hui elles sont silencieuses, on ne les entend pas, on ne les voit pas, et pourtant, pour nous en tout cas, c'est elles qui ont vraiment tout en main pour résoudre un petit peu les maux de la société. Et donc on est parti de ce problème pour arriver à créer une première solution qui était la plateforme Meet My Mama, qui aujourd'hui regroupe toutes les femmes chefs traiteurs. Donc on a environ une 40aine de femmes chefs traiteurs
qu'on accompagne, donc on inspire, qu'on soutient et qu'on accompagne avec la Mama Academy. Donc toutes ces femmes-là, avant même de se lancer, elles sont formées. Parce que ça, c'est un autre souci aussi qu'on a marqué, c'est qu'aujourd'hui d'ailleurs, on pousse beaucoup à l'entrepreneuriat, mais on n'a pas forcément tous les outils pour le faire. Par exemple, en 2008, il y a eu à peu près 10 000 créations de statuts auto-entrepreneurs dans le monde de la restauration et du traiteur. Parmi ces 10 000 créations, il y a potentiellement énormément de femmes, puisque c'est assez simple. En fait, on va sur Internet, on s'inscrit, on enregistre avec un numéro de tirette et on peut devenir traiteur à domicile. Par contre, on ne vous explique pas du tout ce que c'est les lois hygiène, sécurité alimentaire, sur qu'est-ce que gérer une entreprise, puisqu'entreprendre pour entreprendre et avoir une idée, c'est bien, mais gérer une entreprise, c'est totalement autre chose. La comptabilité, les factures, les finances, etc., le management quand on a des équipes, ça, on ne vous l'apprend pas sur Internet. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment de leur donner tous ces outils à travers une formation à la fois sur les compétences douces et les compétences techniques, et surtout, comme vous le disiez, de leur permettre de réaliser leurs rêves auprès des plus grandes entreprises. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1000 clients, notamment la BNP qui est un gros client. Et nos mamas passent de 10 personnes à 20 personnes jusqu'à des événements pour plus de 2000 personnes. La semaine dernière, on a par exemple fait je ne sais pas si vous connaissez le Women's Forum, avec le traiteur Régnier Marchetti, où nos mamas ont pu présenter des pièces très prestige. Et le but dans tout ça, c'est à la fois de leur permettre d'avoir une nouvelle vie, d'être actrices de leur vie, mais c'est aussi de changer la société et le regard que toute la société a sur ces femmes, puisqu'avant, on les appelait femmes au foyer, femmes réfugiées, femmes immigrées. Aujourd'hui, elles sont surtout chefs, entrepreneurs et indépendantes. Et ces entreprises qui nous accompagnent, comme la BNP ou Louis Vuitton ou autres, elles aussi changent un petit peu leur comportement et leur façon de voir les choses. Puisque la particularité de notre plateforme traiteur, c'est qu'en plus de proposer de la nourriture authentique, on apporte une expérience dans l'entreprise avec la mama qui vient sur place, qui raconte son histoire, son parcours, qui elle est. Donc en général, quand vous faites appel à des traiteurs, je ne sais pas si vous vous souvenez du nom du dernier traiteur auquel vous avez fait appel, mais en général, on ne sait pas du tout qui cuisine. Donc là, elle revient pour un petit peu redonner un petit peu d'humanité à la partie traiteur lors de la fin d'un événement. Et surtout, l'entreprise qui fait appel à nous voit de plus en plus son impact, puisqu'on travaille sur un rapport d'impact où on lui permet de voir à la fois ce qu'elle a permis pour la mama, mais aussi pour l'environnement, puisqu'on essaie aussi de penser à la nature et à tout ce qui est écologie. Impressionnant. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette discussion et on va parler de tout ce que ça représente en matière de transformation. Alors d'abord, moi je vais quand même témoigner quelques instants de ce qui se passe chez BNP Paribas. Il y a 2 ans et demi, on a décidé d'introduire de l'impact positif, notamment en matière sociale, environnementale et territoriale, dans l'ensemble de ce qu'on fait, et on a décidé de le faire pour de vrai. Et donc, à partir du moment où on a décidé de le faire pour de vrai, c'est une transformation organisationnelle de l'entreprise. Donc, ce sont des centaines de gens qui ont été chargés de devenir des correspondants de l'impact positif dans tout ce qu'on fait. C'est une transformation culturelle, c'est une transformation du savoir-faire, c'est-à-dire que ce sont aussi des centaines de gens, et bientôt tout le monde dans l'entreprise de BNP Paribas dans le monde, c'est 200 000 collaborateurs qui sont formés pour comprendre les nouveaux enjeux sociaux et environnementaux. Et puis, c'est une transformation des procédures de l'entreprise. Parce qu'une grande entreprise, pour beaucoup d'entre vous, n'ont pas encore connu la grande entreprise, mais l'un des charmes absolument inépuisables de la grande entreprise, c'est que dès qu'on veut faire quelque chose à grande échelle, il faut qu'il y ait une procédure. Et donc, les procédures... pour pouvoir introduire réellement les impacts sociaux et environnementaux dans nos décisions, ça veut dire qu'il faut être en train de les changer. Donc, par exemple, les changer, ça veut dire d'abord que vous avez des politiques. Donc, par exemple, chez nous, on a, par exemple, dans le domaine environnemental, on a 8 politiques qui concernent différents secteurs, de l'énergie, de l'agriculture, un certain nombre de choses qui peuvent avoir une action particulièrement forte sur l'environnement, sur lequel on a pris des décisions très précises sur ce qu'on est prêt à financer, ce qu'on n'est pas prêt à financer, et sur la manière dont on accompagne la transition des entreprises vers un monde moins carboné. Le problème,
c'est que des clients, on en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Et rien que des entreprises, par exemple des grandes entreprises qui ont une très forte empreinte sur la société, on a à peu près 5000 clients dans le monde qui répondent à cette caractéristique. Et donc aujourd'hui, on est en train de travailler la façon dont toutes les décisions qui concernent ces entreprises sont prises. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'une décision concerne une de ces entreprises, il y a un développement informatique qui fait qu'il y a un voyant qui s'allume et que la personne qui est en charge de prendre la décision sait qu'elle doit immédiatement se référer aux politiques qu'on a mises en œuvre et qui en quelque sorte l'invite à suivre une procédure qui lui permet de prendre en compte le risque et l'impact environnemental ou l'impact social de la même manière qu'elle prend en compte l'impact financier, puisque à un moment, c'est de ça qu'on parle. Donc, on voit bien que c'est des chantiers de transformation énormes. Et donc, quand on dit aux gens, est-ce que vous voulez que votre activité soit plus favorable à l'environnement et au social, les gens disent oui. Mais après, quand on rentre dans le dur, c'est une vraie transformation des façons de travailler. C'est des changements qui sont très très importants. Et donc je pense que tous autour de la table, on a un peu la capacité de rencontrer ces changements. Et notamment, moi, j'aurais quand même aimé que Blandine nous dise un peu, là aussi, quelles sont les difficultés, quels sont les obstacles qui doivent être surmontés pour permettre à ces entrepreneurs qui sont aidés, non pas par elle, mais par les associations qu'elle aide, de contribuer à cette transformation positive. Moi, je vois que des opportunités, je vois pas d'obstacles. C'est un problème, ça. Bon, comment saisir au mieux j'ai les vraiment envie de dire à tous alors. ces jeunes qu'il y a une super bonne nouvelle, c'est que l'entreprise qui ne se transforme pas aujourd'hui, elle ne trouve pas de collaborateurs que vous êtes. Donc l'entreprise est obligée de se transformer. Quelle que soit petite, moyenne ou grande, elle est contrainte de se transformer de fait. Parce que sinon, elle ne trouve pas les collaborateurs, les personnes pour travailler chez elle. Et en plus, elles en ont envie. Alors ça, on est sur une dynamique très positive. Moi, je trouve qu'il ne faut pas trop se flageller et il faut se dire, c'est le chemin qui compte plus que d'être exemplaire. On part de là où on est, l'humilité du constat. Chaque entreprise, qu'elle démarre ou qu'elle soit grand groupe, fait le constat en humilité. J'en suis où? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de mieux? Et c'est ça qui est intéressant. Et on fera toujours, moi je pense que l'entreprise fera toujours de mieux en mieux. Plus elle est grosse, plus elle est compliquée à transformer, c'est sûr. Mais on attend aussi des jeunes de devenir des auto-entrepreneurs, des intrapreneurs. On vous reconnaît, vous, à votre âge, beaucoup plus de compétences et de clairvoyance que nous quand on avait votre âge. Les choses ont évolué énormément. Moi, je trouve que le monde aujourd'hui fait beaucoup plus confiance aux moins de 30 ans qu'il y a 20 ans, ça c'est sûr. Donc ce sont que des bonnes nouvelles. Moi, dans mon environnement, ce que je constate, qui est aussi très positif, c'est par exemple Réseau Entreprendre. Réseau Entreprendre, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui connaissent ici, c'est une des grosses associations qu'on soutient, qui a plus de 30 ans et qui accompagne des entrepreneurs à la création, reprise et croissance de l'entreprise. Réseau Entreprendre a voulu, il y a 2 ans, démarrer un programme Impact Plus, Impact Positif. Donc c'est parti dans toutes les associations, en France et étrangers. Il y a 10 pays qui sont concernés. Il y a à peu près 80 associations sur le territoire. Et aujourd'hui, 20% des entrepreneurs accompagnés par Réseau Entreprendre sont à impact positif. 20%, c'est énorme. Et encore, c'est ceux qui ont fait l'étude et qui ont une volonté de poursuivre leur impact positif. Moi, au niveau de la Fondation, je ne demande qu'une chose, c'est qu'il y ait 100% qui, à la création, à la reprise ou à la croissance, ait cette conscience sociale, sociétale, environnementale. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que demain, mon impact soit plus positif? Et comme notre écosystème est cohérent, c'est-à-dire que la Fondation Entreprendre soutient finalement, par effet de cascade, tous les Français, quel que soit l'âge et quelle que soit la situation géographique, sociale, sociétale ou culturelle. On a donc des entrepreneurs éclairés qui vont témoigner dans les écoles et qui vont avoir devant eux des élèves qui sont eux aussi éclairés et exigeants et qui vont faire monter l'exigence collégiale. Et les jeunes vont apprendre aux entrepreneurs, les entrepreneurs vont inspirer les jeunes. Et c'est une dynamique très positive. Et là, comme ça démarrait, on ne fera jamais marche arrière. Donc pour moi, c'est des super bonnes nouvelles. Maintenant, il faut y aller, petit pas par petit pas, en humilité et en fierté de ce qu'on sait faire en petits pas.
faut positiver l'avancée. Et se faire accompagner par des grands groupes qui, eux, ont les moyens financiers pour pousser tout ça dans vos écoles. Ce qu'ils font. Et alors, Eric, comment vous accompagnez un mouvement comme celui-là ? Je dirais avant tout en essayant effectivement de mettre du sens dans cette quête de sens et en essayant de bien éclairer et positionner les différents paramètres qui vont conduire à cette politique des petits pas en partant de là où on est pour effectivement améliorer son impact et travailler à son impact et son impact positif vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Parce que je pense qu'un point important qu'il faut que chacun dans cette salle ait conscience, c'est que je dirais, ce changement, ce bouleversement, cette révolution à laquelle on assiste, effectivement, elle trouve sa racine dans l'humanisme qu'on avait un petit peu perdu de vue à cette époque de la financiarisation excessive de l'économie. Donc, bien sûr qu'il y a une prise de conscience à l'origine de l'entrepreneur ou des entrepreneurs eux-mêmes ou de leur communauté propre qu'il faut défendre les valeurs humanistes qui sont à la base de notre civilisation et les retrouver et les reconstruire, en particulier par rapport au péril climatique qui est réel. Voilà, donc quelque part, le péril climatique, c'est un accélérateur puissant de cette prise de conscience. Mais pas que, parce que ce qui me semble être la clé première de ce changement, c'est vous dans la salle, et c'est en fait l'émergence du cinquième pouvoir. Il y avait historiquement le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. C'est ajouté dans l'époque moderne le pouvoir des médias. On parle du quatrième pouvoir, qui est le pouvoir des médias. Et aujourd'hui, en fait, on est face au règne d'un cinquième pouvoir, qui est le people power. Ce que moi j'appelle le people power, c'est en fait cette puissance à la fois positive et qui peut être parfois négative, que sont les réseaux sociaux, que sont la capacité pour chacun d'entre vous de faire un like ou un dislike, et au fond de plébisciter ou de renvoyer en fait derrière leurs concurrents un certain nombre d'entreprises. Et l'accélérateur premier de l'engagement sociétal, c'est, je pense, le people power qui, au fond, pousse chacune des entreprises à vraiment devoir se réinventer et réenchanter la communauté, en particulier de ses consommateurs, de ses clients, si elle veut pouvoir subsister demain. Donc le moteur essentiel de ce changement, c'est tout de même, et ça reste, le besoin pour l'entreprise d'être en phase avec son écosystème client, son écosystème de marché. Et donc le marché reste au centre, évidemment, de cette quête sociétale, grâce au fond à l'éclairage et au choix que vous pouvez formuler tous les jours dans vos actes de consommation, où aujourd'hui nous exigeons effectivement qu'il n'y ait plus de risque sur la santé humaine, qu'il n'y ait plus d'entreprises qui se nourrissent de l'exploitation du travail des enfants, y compris au niveau de ces sous-traitants qu'elles cachent dans ces chaînes de création de la valeur, que ce soit en matière d'anticorruption, d'anti-blanchiment, d'optimisation fiscale agressive et de tout un tas de... et bien sûr, évidemment, d'impact environnemental. Donc, au fond, voilà, ce people power a tissé une toile d'exigence autour des entreprises qui se concentre dans cette exigence sociétale, et c'est évidemment un facteur extrêmement bénéfique pour pouvoir espérer un mieux-être,
un mieux-être collectif pour l'ensemble de la population. Mais il ne faut pas sous-estimer la difficulté effectivement de mutation que doivent vivre les entreprises du fait de ces exigences nouvelles. Et j'aurais envie de plaider pour elles, et je crois que Blandine le faisait un peu en disant qu'il faut chacun et accepter qu'on construise ce chemin tous ensemble. Il faut aussi de la bienveillance vis-à-vis des structures existantes dans leur construction pas à pas vers ce monde nouveau. Parce que ce n'est pas simple. Et si effectivement vous vous donnez une raison d'être autour d'apporter la souveraineté alimentaire à chacun, créer les conditions de l'hygiène de vie ou améliorer les conditions de l'agriculture, toute raison d'être qui peut faire du sens, bah peut-être qu'à côté, vous n'allez pas être parfait sur votre structure fiscale, ou vous n'allez pas être parfait sur la façon dont vous gérez le partage de la valeur au sein de votre entreprise, et que ça va nécessiter une maturation sur l'ensemble des paramètres. Mais ce qui est important dans comment accompagner les entreprises par rapport à ce bouleversement, et qui est le propre d'un cabinet comme le nôtre, c'est qu'elles prennent conscience en fait que, effectivement, quand on démarre le chemin, on ne peut pas se contenter de se dire « je vais faire ce bout-là, je vais aller sur ce terrain-là et me contenter de ce terrain-là ». Non, on est forcément sur une démarche holistique, parce que la réponse à une exigence va appeler la réponse à une seconde exigence, et que l'entreprise, petit à petit, va devoir répondre à l'ensemble de ces paramètres de transformation, et ce n'est vraiment pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est évident que si vous êtes un constructeur automobile et que vous êtes très bon sur la sécurité et pas très bon sur l'environnement, vous allez avoir des problèmes. Et donc aujourd'hui, il faut que... Enfin, pendant des années, on devait délivrer une performance financière qui était très clairement mesurée, parce qu'il y avait énormément de gens qui comptaient et qui mesuraient. Et aujourd'hui, on doit être bon sur les sujets d'environnement et sur les sujets de société. Et si on ne veut pas que ce soit du greenwashing, il faut aussi qu'on soit capable de le mesurer, qu'on soit capable de se dire, là on est bon, là on est moins bon, et là on veut être meilleur. Alors, Eric, je m'adresse à l'autre Eric, comment fait-on pour que cette capacité des entreprises à devenir bonnes dans l'accompagnement de la société et l'accompagnement de l'environnement, comment arrive-t-on à faire que les entreprises soient capables de savoir où elles en sont, ce qui est absolument indispensable si on veut s'améliorer? Oui, c'est très important. La première façon de savoir où on en est, c'est de ne pas se leurrer soi-même sur les objectifs que l'on a. Moi, je suis un tout petit peu sceptique sur les origines humanistes de prise de conscience qui ferait que tout à coup on basculerait dans des conditions beaucoup plus positives. Moi, je pense que c'est la nécessité plutôt que l'humanisme qui prévaut. La nécessité parce que finalement, la fracture sociale à laquelle on vit et le climat social, et les urgences climatiques font qu'il y a une question de survie en fait du capitalisme à basculer vers autre chose. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une pression de l'environnement qui est quand même là pour pouvoir rappeler qu'il est nécessaire de changer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand on évoquait la difficulté à y aller, c'est qu'il faut vraiment faire face à des stéréotypes et lutter contre les stéréotypes. Les stéréotypes, c'est simplement aussi la manière dont on a toujours pratiqué et la manière dont la société voit, notamment au niveau social, les individus. Alors moi, si je prends l'exemple de Tenzing, par exemple, hein, où on fait du conseil en stratégie opérationnelle, quand j'ai voulu lancer cette entreprise, on m'a dit, mais si tu prends des jeunes qui ne sont pas des grandes écoles, tu vas faire du conseil low cost. Ah, bon, conseil low cost, donc grande école égale talent, il n'y a pas de talent ailleurs, et du coup, on ne pourra pas faire du conseil de qualité. Et puis on m'a dit, de toute façon, tu ne trouveras personne, parce que ceux qui n'ont pas fait les grandes écoles sont ceux qui ne le méritaient pas. Bon, d'accord, donc en fait, le déterminisme social, ça n'a pas impacté toutes les couches de la société. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la manière aujourd'hui de penser la société et de s'inclure dans la société, il y a un ensemble de stéréotypes qui empêchent l'action.
et sur lesquels il est nécessaire de revenir. Et les pionniers de l'entreprise à mission servent aussi à ça, à montrer que ces modèles-là existent et font la preuve que, les stéréotypes ne fonctionnent pas. Alors justement, la notion de preuve, et pour répondre plus directement à la question d'Antoine, moi je pense que les sociétés ou les entreprises à mission sont consubstantielles à une culture de l'évaluation et donc à une culture de la mise en évidence de la preuve. Aujourd'hui, vous savez, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais des sociétés à impact, la France a été très précurseur avec l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un vaste mouvement qui existe depuis 30 ans, qui consiste à mettre en place des sociétés sans capitaux, des associations, pour travailler sur le bien commun. Et donc l'impact positif, l'économie sociale et solidaire, la fait sienne par nature. Sauf que le statut ne faisant pas la vertu, on ne peut pas dire que, n'ayant pas eu de culture de l'évaluation, il y a des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui finalement n'arrivent pas à évaluer leur véritable impact positif. Et pour pouvoir faire une culture de l'évaluation, c'est un peu ce qui est mis dans la loi Pacte, il faut qu'on puisse mettre en évidence, à travers les parties prenantes, des objectifs extrêmement clairs qui vont traduire opérationnellement la mission, l'impact, et qu'on va mesurer pour pouvoir trouver le chemin. Moi, paradoxalement, je suis en faveur de la sincérité et de la radicalité de l'action, mais je ne vais pas blâmer le greenwashing. Parce qu'à partir du moment où n'importe quelle entreprise va faire un petit pas, même sans forcément aller dans la sincérité, même sans forcément montrer qu'elle veut aller au bout, tout le monde aura à y gagner. Le petit pas va bénéficier à tout le monde. Simplement, des pionniers qui vont au bout de la démarche font la démonstration qu'il peut y avoir quelque chose de valorisant et de rentable à associer le sens et la performance, à associer l'impact positif et les modèles industriels. Et ça, c'est difficile à mettre en œuvre parce que, qu'on le veuille ou non, quand je parle de stéréotypes ou de difficultés, il y a l'urgence climatique, mais on a inventé le Black Friday. Donc, quelque part, les injonctions contradictoires sont en permanence présentes et il faut rappeler en permanence que la preuve et la culture de l'impact va être la manière dont on va démontrer au monde que quand on est une entreprise positive, on associe le sens et la performance et c'est ça qui fait le fait qu'on va aller vers un futur désirable. Alors, il y a la question de la transformation, il y a aussi la question du dialogue. Au fond, si on réfléchit à pourquoi les entreprises sont en train de se transformer, pourquoi elles doivent se transformer, je pense qu'il y a vraiment deux idées. Il y a une première idée qui est qu'il faut réellement qu'on soit capable de faire des entreprises dans lesquelles on est en conscience, convaincu qu'on est capable de les expliquer à nos enfants, dans lesquels on est convaincu qu'on n'est pas en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Parce qu'aucune entreprise, aucun État, aucune organisation ne peut gagner dans un monde qui perd. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous tuez vos clients, à un moment, même sur le plan du pur calcul économique, il y a quelque chose qui ne marche pas. On le voit bien, y compris avec les actionnaires des entreprises. Parce que les actionnaires des entreprises, ce sont très souvent des organismes de retraite. Donc, au départ, ces organismes, ils attendent des entreprises qu'elles fassent uniquement des bénéfices, qu'elles soient rentables. Sauf qu'à un moment, les gens qui sont... en quelque sorte, les clients de ces organismes de retraite disent « Mais attendez, vous êtes sympa, vous êtes en train d'investir dans une entreprise qui gagne de l'argent pour payer ma retraite, mais cette entreprise, elle fabrique des produits qui fait que dans 20 ans ou dans 30 ans, je serai mort. Donc, ça ne m'intéresse pas énormément pour ma retraite. » Et donc, aujourd'hui, il y a une idée qui est simple, qui est qu'on doit être capable d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est toujours par rapport au sens, et c'est la première motivation. Mais ça, c'est une chose qui est très importante. Mais ensuite, il y a une autre motivation qui, elle, est purement business et immédiate, qui est que si on n'est pas capable de donner du sens à ce qu'on fait, on va être sorti du marché, tout simplement. Les gens ne vont plus acheter nos produits, les collaborateurs ne vont plus vouloir travailler, plus personne ne va vouloir venir. Et ça veut dire qu'il faut dialoguer avec la société d'une façon différente. Il faut que les gens de l'entreprise travaillent différemment avec la société. Par exemple,
Nous, on a introduit dans notre projet d'entreprise les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. On fait des projets directement avec l'ONU. Franchement, moi, quand j'ai commencé à travailler dans la banque, je ne pensais pas que je travaillerais un jour avec l'ONU. Mais il y a aussi, on a travaillé, par exemple, c'est avec nous qu'a été fait la maquette de nos quartiers ont du talent. Et aujourd'hui, il y a des centaines de cadres de BNP Paribas qui mentorent des jeunes dans des quartiers politiques de la ville. C'est quelque chose qu'ils ne pensaient pas qu'ils feraient un jour. Donc on dialogue différemment. Il y a quelques années, on a vu arriver des ONG qui brandissaient des banderoles sous nos sièges sociaux. Aujourd'hui, on travaille avec certaines d'entre elles. Ça ne veut pas dire que le dialogue soit toujours parfaitement consensuel. Quelquefois, on travaille, y compris avec des ONG qui nous enguirlandent pour tel ou tel autre sujet. Mais on travaille ensemble, on dialogue ensemble. Les gens, il y a l'idée aujourd'hui qui a changé, qui est en train de changer, qu'on doit se mettre autour de la table entre personnes qui peuvent représenter des intérêts différents, parce qu'il existe des intérêts plus importants autour desquels on doit se fédérer. Et donc, je voulais un peu que chacun de nos participants nous dise comment ils voient ces nouvelles rencontres qui sont en train d'être organisées, comment vous les vivez sur le terrain, comment peut-on aller plus loin. Je vais peut-être commencer par Donia, puisque finalement, c'est la rencontre la plus improbable. Donc oui, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, pour résoudre un problème, on ne peut pas être seul. On doit être avec le privé, avec le public. En France, quand on veut faire de l'impact, on a tendance à nous dire de plutôt se concentrer sur le milieu associatif et on a tendance à nous dire le business pour de l'impact, à quoi ça sert? Alors qu'au final, pour avoir plus d'impact, on doit faire plus de business. Et pour ce faire, nous, on a décidé chez Meet My Mama, c'est de travailler avec tout le monde. Donc on organise par exemple beaucoup de focus group, que ce soit avec nos mamas, qui sont les premières bénéficiaires, mais qui doivent elles aussi être au courant de comment ça va se passer d'un point de vue business, nos clients. Donc là, il y a par exemple un mois, on a réalisé un focus group sur comment faire pour faire de Meet My Mama le réflexe que l'entreprise va avoir quand elle va faire appel à un traiteur ou à un service pour voyager culinairement et culturellement. Donc on a des directeurs généraux, des présidents d'entreprise, des personnes de la com, des assistants de direction. Tout le monde, peu importe le grade, doit être là pour faire entendre sa voix et pour parler et nous dire un petit peu les feedbacks qu'eux ont au quotidien. On a aussi beaucoup de partenariats publics-privés, donc on a tendance à beaucoup diaboliser les grands groupes. Alors au final, tout à l'heure vous l'avez dit, mais c'est au final eux qui ont les moyens de faire avancer les choses. L'année dernière, on a lancé un partenariat avec Danone. Donc Danone, c'est un petit peu dans l'agroalimentaire, le grand méchant loup, mais qui a aujourd'hui réussi à nous financer pour un an un lieu où les mamans ont pu se former, ont pu s'exprimer. On a également un nouveau partenariat qui s'est signé récemment avec le Pôle emploi, qui lui a le même problème que nous, le gâchis talent. Donc toutes ces femmes-là, le Pôle emploi ne les voit pas. Et nous a demandé comment faire pour leur parler, comment faire pour arriver dans ces territoires où elles sont. Et nous, on y est, mais on n'arrive pas à dialoguer, à leur faire comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on peut leur apporter. Aujourd'hui, quand on parle de Pôle emploi, on pense directement aux allocations chômage, alors qu'on oublie que le Pôle emploi, c'est d'abord des formations. Et quand on n'est pas inscrit au Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, on ne peut pas avoir accès à ces formations. Mais ça, pour le savoir, il faut se renseigner, il faut avoir les bonnes informations. C'est un petit peu ce que tout à l'heure on disait par rapport à l'ascenseur social, le manque d'informations. C'est un peu ça aussi le mal de notre société. L'un des mal de notre société, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Et dans les campagnes, dans les quartiers défavorisés, ce manque d'information il est crucial et il nous empêche de devoir postuler ou d'aller dans certaines écoles. Tout à l'heure, Eric le disait, le conseil, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, dans les grandes écoles, tout le monde nous parle de faire du conseil, c'est la voie, c'est là où on va gagner le plus. Mais quand on est à l'université ou qu'on fait des BTS et qu'on aspire à être dans les écoles de commerce, personne ne nous en parle. Moi, par exemple, j'ai eu de la chance. Je viens du Val d'Oise. J'ai eu la chance d'avoir un parcours égalité des chances avec une grande école qui s'appelle l'ESSEC et qui nous a permis de rencontrer des étudiants qui ont fait des grandes écoles, des prépas et qui ont fait des grands masters. Mais ce matin, j'étais dans un lycée dans le 77. C'était j'ai oublié la ville, mais c'était à 2h30 de chez moi. Et là, je me suis rendu compte que quand on n'a pas les transports à côté, quand on est dans des lycées où on ne nous parle pas des grandes écoles, des prépas, de la fac, ou quand on leur pose la question, c'est quoi ton rêve? Pas de réponse. Ou quand on nous dit, moi, c'est juste, je veux gagner de l'argent et être chef d'entreprise sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Là est le problème. Donc, avant même de vouloir permettre aux gens, de donner aux gens l'envie d'entreprendre, c'est d'abord revenir au premier problème, c'est le manque d'information. Et pour cela, il faut s'appuyer sur l'aide de toutes les parties prenantes qui, elles, ont chacun
leur pierre à apporter. Et comme on l'a dit, c'est les petits pas qui permettent de créer un chemin. Donc autant utiliser les petits pas de tout le monde pour aller là où on a envie d'aller et avoir le plus d'impact. Alors, je vais passer à une deuxième partie de cette table ronde en attendant la ministre qui va arriver dans peu de temps, un peu avant 17h. Il y a eu un petit peu moins de questions qu'avant. On sent un peu moins d'attention dans la salle, malgré les applaudissements et la passion. Plusieurs questions pour Donia. Comment avez-vous eu cette idée? C'est comme ça que c'était formulé. Mais peut-être plus globalement, à quel moment vous vous êtes dit il faut que j'entreprenne, quoi, il faut que je devienne entrepreneur? Alors moi, c'était quand j'étais en stage, en année de césure, où j'avais fait un premier stage dans le public, un deuxième stage dans le privé. J'arrivais pas forcément à trouver ma voie et je ne savais pas encore ce que je voulais faire, mais je savais qu'avoir de l'impact, j'allais pas l'avoir ni à la SNCF, ni dans un ministère. Alors j'ai commencé à me demander ce que je pourrais faire pour, entre guillemets, voir l'impact direct. Et moi, ça a été les rencontres. Donc la rencontre avec mon associé Lumna, une passion pour la cuisine. Et ensuite, un chemin. Donc j'ai d'abord commencé en conseil chez Eric, chez Tenzing, où là, j'ai appris des méthodes, mais j'ai surtout compris que ce que je voulais, c'était avoir de l'impact direct, et notamment avec les mamas. Et de là est né Meet My Mama, rapidement. Okay. Bravo, vraiment, c'est une belle histoire. Alors peut-être la question suivante pour vous, puis après j'aurai une question pour Antoine Cyr. Donia, quel est votre objectif long terme? Comment garder votre originalité? En fait, si l'entreprise se transforme, vous allez perdre votre originalité. Donc comment allez-vous vous-même vous transformer à long terme? Alors, on nous pose souvent cette question en nous disant mais quand demain vous serez 50 collaborateurs et que vous aurez 1000 mamas, comment vous allez faire pour avoir le même modèle et garder l'impact que vous avez auprès des mamas? Il est simple, on l'a fait pour les mamas. Les mamas sont toujours présentes, que ce soit dans la réflexion, la mise en place, l'organisation. Donc elles seront toujours là. On a à la fois une entreprise et une association et on réfléchit même aujourd'hui à ce que une part du capital puisse aller vers les mamas pour que les mamas soient toujours au cœur et soient toujours là pour nous rappeler pourquoi on le fait. D'accord. Et il y a d'autres idées Alors, le jardinage, par exemple. Pourquoi pas? Meet My Mama, ça a d'abord été la cuisine parce qu'on était tous les trois amoureux des cuisines. Pour les petites mamas, oui. Ouais, on était tous les trois amoureux des cuisines de nos mamas. Mais c'est surtout un prétexte pour nous permettre de rendre la société plus inclusive, plus durable, plus responsable. Donc on a commencé avec la cuisine et peut-être que demain on ira sur la couture ou autre. Je ne sais pas. D'accord. Alors, question plus large cette fois-ci. Ça peut prendre plus de temps pour la réponse. Il y a pas mal de paramètres pour répondre à cette question. Pensez-vous que les entreprises vont sauver la planète ou au contraire précipiter sa chute? Alors, Antoine Cyr. Non, et puis après, débat général. Je pense que c'est un sujet sur lequel chacun va avoir son idée. Je pense que d'abord, le problème, c'est clairement, lorsque vous êtes une entreprise, vous êtes identifié comme le problème. Et vous êtes assez largement le problème. Alors, il ne faut pas oublier quand même que la plupart des entreprises se sont créées au départ pour résoudre des problèmes. Par exemple, moi je travaille chez BNP Paribas. La BNP a été créée par la Révolution de 1848. Elle a été créée par la Révolution de 1848 parce qu'à l'époque, il fallait aider les PME de l'époque à participer à la révolution industrielle. Et donc, il fallait des banques qui soient capables à la fois d'accompagner localement les PME et en même temps d'accompagner leur développement dans le monde, puisqu'il commençait à y avoir de premières entreprises qui exportaient, pas forcément très très loin, mais qui en tout cas exportaient en dehors de France. Donc, on voit bien qu'une entreprise, au départ, elle est presque toujours créée pour régler un problème. Le problème, c'est qu'en réglant un problème, c'est ce que disait tout à l'heure Eric sur Monsanto, vous en créez d'autres. Et là, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, collectivement, le monde de l'entreprise a en effet créé des problèmes que les économistes avaient identifiés sous le nom d'externalités négatives. Et ces externalités, elles étaient tellement externes que pendant des années, on a fini par pas assez les regarder. Bon, et aujourd'hui, on se retrouve dans un monde sur lequel on doit transformer les choses et sur lequel on doit prendre un virage extrêmement fort et extrêmement rapide. Moi, je pense qu'il y a eu des moments on ne se rend pas encore compte aujourd'hui qu'il y a eu des moments qui ont été des moments charnières. Et je pense que l'année 2015 a été l'année la plus charnière. Parce que 2015, c'est à la fois l'année de la COP21,
C'est l'année où on assiste à de grandes migrations qui font prendre conscience au monde à quel point les enjeux sociaux et territoriaux sont des enjeux qui sont vraiment essentiels. Mais c'est aussi l'année où l'ONU édicte ces fameux 17 objectifs de développement durable qui vont commencer à servir de guide. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises très importantes dans le monde qui commencent à avoir, c'est notre cas, des objectifs écologiques et sociaux associés à leurs objectifs financiers, y compris avec une influence sur la rémunération des dirigeants. Donc c'est une vraie transformation. Et c'est une vraie transformation qui est en train en réalité de se faire vite. Alors évidemment, quand on est au début d'une transformation, on ne la voit pas. On vit encore sur les représentations d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Donc je ne sais pas, à la fin, je ne sais pas si le résultat de l'histoire est un résultat positif ou s'il est un résultat négatif. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de s'y mettre. Tout le monde est effectivement, comme le disait Blandine, en train de se retrouver, de trouver que on a une occasion historique de jouer en tant que gens d'entreprise un rôle dans la société qui est un rôle complètement différent et complètement nouveau. Mais ça implique quand même de sacrés challenges parce qu'il faut embarquer tout le monde et il faut une transformation des organisations qui est très importante. Donc c'est quelque chose qui est d'une très grande complexité, qui est en effet très enthousiasmant. Moi, je suis un adepte de Bergson qui disait il faut être pessimiste dans l'analyse et optimiste dans l'action. Et donc, c'est ce que j'essaye d'être. Je vois bien que les problèmes existent, je ne les cache pas, mais ça ne fait que renforcer mon envie d'aller chercher des solutions et d'essayer de faire des choses dont on peut être fier. Et je pense qu'il y a ici beaucoup de gens dans la salle dont on aura besoin un jour pour faire ces transformations. Je voulais ajouter qu'en fait, tout ce qui est en filigrane de ce que tu évoques, Antoine, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'entreprise, quoi qu'on en dise, reste l'institution dans laquelle les citoyens ont le plus confiance. J'ai presque envie de dire malheureusement. Notamment pour construire le vivre ensemble. Simplement, elle ne pourra pas le faire seule. Et quand on parle de dialogue, moi je crois beaucoup aux coalitions, coalitions à la fois d'entreprises, mais coalitions entre les entreprises et l'État, et les États, de manière à ce que si jamais on a un impact positif, il faut que ce soit dans un cadre légitimé par le peuple et donc dans un cadre démocratique. À ce titre-là, mettre en place des entreprises à mission sans qu'il y ait un dialogue nouveau entre l'entreprise et l'État pour savoir dans quel futur désirable on a envie de se projeter, on risque de se fourvoyer et on le voit malheureusement avec quelques exemples compliqués en ce moment, le fait que Google ne respecte pas le droit européen, etc., etc. Si on est dans un axe de manipulation, on n'y arrivera pas. Donc l'entreprise, par son action, doit mettre en place ce qui va bien pour aider les États à construire le futur désirable. Et moi, je voudrais juste remettre l'église au milieu du village, et ça va peut-être choquer certains, mais la planète, la question, c'est est-ce que l'entreprise va sauver la planète ? Elle va, ou est-ce qu'au contraire, c'est trop tard et elle va précipiter sa chute ? La planète, elle s'en fout, en fait. La planète, elle est, depuis des milliards d'années, elle s'adapte, elle vit sa vie. Une fois, elle est eau, une fois, elle est terre, une fois, elle est... Enfin, je veux dire, la planète s'adapte à son propre rythme et son écosystème solaire. Ce qui nous affole, c'est l'humanité sur la planète. C'est ça qui nous intéresse. Et on se dit, mais comment notre humanité va pouvoir continuer à vivre sur une planète qu'on est en train de faire évoluer ? On n'est pas en train de la tuer, on est en train de la faire évoluer contre notre propre humanité. Et c'est là où j'en reviens au sujet des personnes, des humains. C'est-à-dire que le sujet est profondément social et sociétal avant d'être environnemental. C'est social et sociétal qui va permettre à l'environnemental d'être mieux soigné. Et c'est là où je vais répondre à la question. C'est éminemment oui, l'entreprise qui est composée à 100% d'hommes et de femmes qui va pouvoir permettre cette évolution. Donc moi, je réponds oui. Merci pour la réponse précise. Et sauver l'humanité. Voilà. Qui sauvera la planète ? Alors, question ensuite sur le... Attendez, où est-elle ? Voilà, sur le People Power. Comment faire pour se faire entendre si on ignore notre voix et que nous ne sommes pas pris au sérieux ? Parce que c'est vrai, People Power, c'est bien pour des gens qui ont un peu pignon sur rue. Pour vous, vous avez une fonction, vous êtes reconnu, vous avez du pouvoir. Mais pour quelqu'un qui est plus jeune, qui est étudiant, voilà, il est un peu noyé dans la masse et il ne peut pas se faire entendre. Alors, est-ce qu'il y a des éléments là-dessus ?
une question difficile, en fait, parce que je crois que l'espace qui est donné à la parole n'existe que s'il y a un espace qui est présent pour l'écoute. Et une des grandes difficultés dans le monde ultra accéléré qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que finalement, on est beaucoup dans l'émission, on a beaucoup envie de s'exprimer, et on a un peu plus de mal à trouver le temps de l'écoute et de l'imprégnation de ce que les autres ont à dire. C'est une première source du problème. La seconde source du problème, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelait de manière un peu barbare les intermédiations, les corps intermédiaires, que ce soit les syndicats ou que ce soit les organes politiques représentatifs, ont perdu de leur crédibilité et qu'on souhaiterait pouvoir être dans une démocratie directe. Au XVIIIe siècle, les Lumières ont inventé la démocratie représentative parce qu'au fond, elle permettait aussi d'avoir des ambassadeurs pour pouvoir exprimer à travers nos élus d'une manière structurée l'expression collective et pouvoir la traduire dans l'action. Aujourd'hui, on sent bien poindre sur plein de plans de la société cette revendication d'avoir une parole qui soit directement prise en compte et de ne plus avoir à passer par des passages obligés que sont les soi-disant élites ou les corps intermédiaires constitués. Donc tout ça est en train de se chercher. Je ne crois pas qu'il y ait en tant que tel, je dirais, une place prépondérante aujourd'hui qui soit donnée à ceux qui sont établis. Alors oui, nous on est assis sur cette table ronde, mais au fond, je ne suis pas sûr que on ait tellement plus d'impact que chacun d'entre vous peut avoir quand il parle à son voisin en termes de capacité de transmettre un message. Mais ce qui est primordial, c'est comment est-ce que collectivement notre société va s'organiser demain par rapport à tout ce dont nous débattions à l'instant pour faire les bons choix. En termes d'impact environnemental, en termes d'impact sociétal, parce qu'au fond, là, on vient de débattre de manière très consensuelle et très positive dans un pays qui a cette chance formidable de laisser de la place à la liberté d'expression. Alors, on va se plaindre de ne pas avoir en tant que tel tout l'impact qu'on voudrait que cette liberté d'expression puisse avoir. Mais pensons à ceux qui n'en ont pas du tout. Pensons aux sociétés qui sont encore aujourd'hui les plus nombreuses, où finalement la négation de la liberté individuelle est la règle première. Donc nous sommes un peu des enfants gâtés. Ça ne veut pas dire que, évidemment, la question n'est pas pertinente sur comment trouver les nouveaux modes d'expression collective. Ils doivent évoluer vers davantage de démocratie directe. Je pense que ça correspond à un vrai besoin. On n'a pas encore trouvé tout à fait les solutions. Okay. Un petit mot, Antoine. Merci Bruno. Oui, je pense que quand même on parlait tout à l'heure, Eric était en train de dire la question qui se pose aujourd'hui, tout le monde est en train de se chercher, et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on va faire les bons choix. Et je pense qu'une des façons de se faire entendre, c'est de montrer qu'on a une contribution au bon choix. Moi, j'ai été extrêmement frappé par ce qui a été fait il y a quelques mois, et qui est toujours d'ailleurs en cours, par des étudiants qui ont signé un manifeste pour le réveil écologique. Ce sont des étudiants qui sont allés voir les entreprises en leur disant « Écoutez, vous êtes sympas, mais si vous continuez à ne pas faire attention à la planète ou aux gens qui habitent dessus, on va pas venir travailler chez vous. » Et donc, évidemment, il y a peut-être certaines entreprises qui n'ont pas fait attention, mais les entreprises les plus réveillées leur ont immédiatement téléphoné en leur disant « Écoutez, votre truc, c'est intéressant, il faut qu'on en parle, et donc parlons-en. » Et donc, par exemple, nous, on les a reçus une dizaine de fois depuis qu'ils ont fait ce manifeste. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des gens qui cherchent des solutions extrêmement concrètes. C'est-à-dire, moi j'aime beaucoup la poésie, mais les problèmes d'environnement ne sont pas des problèmes de poésie.
ce sont des problèmes techniques. C'est de savoir à un moment comment on passe d'un monde carboné à un monde qui ne l'est pas, tout en permettant aux gens de vivre correctement. Donc il faut avoir une intention et du sens en haut, mais ensuite il faut résoudre des défis qui sont des défis d'organisation et des défis techniques. Donc je crois que ces jeunes, par exemple, qui nous ont interpellés sur le réveil écologique, comme ils ont des arguments pertinents, ils ont porté et tout le monde les écoute. Merci beaucoup. Madame la ministre nous a rejoints. Je voulais peut-être quand même terminer, pour qu'elle ait un petit élément de discussion, un peu de contenu. J'ai une question, moi, qui me plaît bien de poser en conclusion, en question de fin. Donia, vous êtes à côté de 4 poids lourds de l'économie actuelle. Que pensez-vous de leurs propos, de leurs idées? Alors, sans opposer les deux mondes, mais je trouvais que c'était intéressant de voir comment chacun se situe par rapport à un problème, par rapport à une position dans la société et ce problème. Donc cette question me paraissait intéressante pour conclure cet échange. Pour reprendre la dernière question et ce qui a déjà été dit, c'est que je suis assez d'accord avec vous, Landine. C'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'humain. Comment faire pour lui donner les clés pour pouvoir agir et protéger sa planète? Comment faire pour que tout le monde, qu'on soit en campagne, en région parisienne, dans les banlieues, qu'il ait l'information et les outils et la possibilité de faire entendre sa voix? Ça, c'est une bonne question. Comment faire alors qu'on est étudiant? Je suis dans la salle, je vais à une conférence, c'est intéressant, mais comment je vais faire pour agir? Déjà, c'est de se dire, je vais agir. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire, c'est assez simple d'avoir le déclic, de se lancer, d'aller poser des questions, d'aller entreprendre, alors que pas du tout. On est encore dans une société, tout à l'heure j'ai dit, où l'accès à l'information est pas du tout, malheureusement, homogène. Et où aujourd'hui, on a tendance à privilégier. On est à Paris, encore une fois, je pense que c'est aussi important de le redire, c'est qu'on est à Paris. Et à Paris, on est dans une petite bulle où tout le monde, entre guillemets, a cette ferveur dans l'entrepreneuriat, de je vais entreprendre, tout est possible, je vais faire des stages dans des super entreprises. Mais malheureusement, ça reste à Paris. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui viennent de province, du sud, de l'est, du centre de la France. Et ils sont loin, loin, loin d'avoir tous ces rêves en tête et toutes ces ambitions et toute cette connaissance de ces enjeux au final. Puisqu'encore une fois, on est des privilégiés et je pense que c'est aussi important de se le dire et de l'avouer, c'est qu'on est des privilégiés. On a la chance d'avoir accès à plein de conférences où on en apprend, où on peut débattre, comme on le disait. Mais malheureusement, et en termes d'emploi et d'entrepreneuriat, c'est pas du tout le cas. Il y a encore des zones où l'accès à l'emploi, l'accès à des stages, c'est difficile. On va à côté de Lille, on va à Marseille. Malheureusement, le taux de chômage est extrêmement important. Alors, donc, sur la question que je vous ai posée, et sur la question que je vous ai posée, je sens que vous l'esquivez là en bonne. La question que je vous ai posée, vous vous sentez en phase avec les 4 autres ou vous vous sentez un peu en décalage? Vous cherchez ce décalage peut-être? Comment? Ou vous cherchez ce décalage dans un positionnement en marketing, ou aussi chercher le décalage par rapport à... Si c'était du marketing, je ne pense pas que j'aurais ce point de vue et je ne dirais pas du tout ça. Au contraire, je pousserais tout le monde à entreprendre, à se dire que tout est possible. Or, ce n'est pas le cas. Je veux juste que tout le monde ait conscience de ce que ça veut dire entreprendre, des difficultés qu'on a encore aujourd'hui pour pouvoir se dire tout le monde peut devenir entrepreneur. C'était un petit peu le but aujourd'hui de la conférence. On a parlé de mobilité sociale, de qu'est-ce qu'être entrepreneur, est-ce que la mobilité sociale existe toujours. Pour moi, on commence, le chemin est encore long pour vraiment se dire qu'on est dans un pays où tout le monde peut entreprendre et où la mobilité sociale est une réalité. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions tous les 5.